Bonjour tout le monde. Donc avec Sébastien Ferré, on a décidé de faire un petit format un petit peu différent sur ce meet-up-là, c'est-à-dire de vous présenter un retour sur les conférences. Et puis là, en particulier, il y a un mois, il y a eu la KubeCon Europe qui a eu lieu. Et puis, on s'est dit, comme on y assiste, on va essayer de vous proposer d'extraire un certain nombre d'informations de cette KubeCon-là et puis d'avoir un format de news sans rentrer dans le détail parce qu'il y a eu beaucoup de conférences, mais de vous présenter un petit peu tout ça. La KubeCon, c'est quoi? Donc, c'est un événement qui se déroule à 2 endroits sur la planète, un en Europe, un aux US. Évidemment, dans ces derniers temps, ça a été des événements virtuels qui se sont déroulés sur 4 jours, avec une première journée qui est focalisée sur tout ce qui est des événements dits colocalisés, avec par exemple un Cloud Native Security Day, un Service MeshCon, un Kubernetes AI Day, etc. Donc c'est sur une journée, c'est la première journée. Et puis les 3 jours qui suivent, c'est vraiment la KubeCon en elle-même, avec beaucoup d'événements, environ 230 talks. Il y a eu, d'après le CTO de la Cloud Native Computing Foundation qui organise l'événement, il y a eu 27 000 participants. Voilà, donc conférence très intéressante, à un prix super raisonnable quand c'est virtuel. Et voilà. Et puis, alors, dites-nous dans le chat si vous avez assisté à la conférence et puis si vous avez eu des conférences préférées ou si vous aviez des questions là-dessus. Pareil, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra à la fin de cette partie-là. Pour démarrer en douceur, on vous a sélectionné quelques keynotes, il y en avait bien entendu un plus grand nombre. Mais déjà, petit rappel, Kubernetes, en moins de 10 ans, c'est devenu une technologie, une plateforme stable et mature qui est utilisée dans un grand nombre d'entreprises. En termes de chiffres, ça défraie la chronique un petit peu dans l'IT. Entre 2019 et 2021, il y a un plus 46% de contributeurs. Aujourd'hui, on a plus de 118 000. En termes de projets, on a passé les 90. Et en termes de membres, aujourd'hui, on est un peu plus de 600 membres au sein de la CNCF, ce qui est, c'est juste énorme en fait, faut le dire. Priyanka Sharma a bien rappelé le fait que c'était une communauté de doers, et c'est ça qui est aussi intéressant, malgré le fait que un grand nombre de contributeurs aux différents projets et à Kubernetes en particulier sont salariés des grandes sociétés qui sont soit derrière les distributions ou soit derrière les différents produits. Moi, ce que j'aime bien derrière Kubernetes et la CNCF, c'est qu'il y a un grand melting pot. Et vous pourrez le voir dans les différents slides, dans les différentes présentations qu'on va rapidement énoncer. En fait, il y a beaucoup de talks où il y a des intervenants de sociétés distinctes, Microsoft et Red Hat, Microsoft et Docker, etc. Donc, il y a un vrai melting pot technique et ça fait du bien. En termes de prédiction, on a eu aussi une présentation de Liz Rice, toujours incontournable dans ces événements, bien entendu. Alors, en tant que membre du Technical Oversight Committee, faire des prédictions, c'est relativement facile pour elle. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours une activité Kubernetes, l'écosystème Kubernetes reste assez bourdonnant. En particulier sur le Edge, donc ça intéresse principalement les télécoms. Sur le domaine de l'observabilité, on va en parler, du service mesh, toute la partie sécurité avec les WebAssembly et la partie eBPF. Et puis, de manière générale, sur la partie développeur experience, opérateur experience, ou de manière plus générale, tout ce qui est DevOps. Mais voilà, il y a énormément de projets. Dans les petites barres verticales, tous les projets jaunes, orangés, c'est des projets sandbox. Il y a énormément de projets qui intègrent aujourd'hui la CNCF. Donc, tout d'abord dans un format sandbox, puis pour aller ensuite jusqu'à graduated. Dans ces projets de la CNCF, ce qui est intéressant, c'est que le sandbox, c'est d'abord un point de vue administratif avec
des projets qui vont arriver, plus pour définir les policies, les transferts de trademark, la visibilité, le licensing de ce genre de projet. Puis le passage à l'incubating, c'est valider des projets qui sont en production au moins avec 3 end-users de qualité, avec un nombre de committeurs important, des contributeurs et avec une activité significative, et puis déjà un premier processus de sécurité clair sur le produit. Et puis graduation, c'est qu'on passe à une autre étape avec des committeurs qui proviennent d'au moins 2 organisations différentes, avec aussi un audit de sécurité par une société indépendante, avec une gouvernance claire, et tous ces projets-là sont votés par justement le Technical Oversight Committee, le TOC, pour définir comment ces projets vont évoluer dans cette graduation de projets. Si on peut citer quelques projets rapidement qui ont été mis en avant par Justine Cormack, voilà, il y a le Cert Manager pour gérer les certificats dans Kubernetes. Il y a 4OS, une distribution, ce qui est la première distribution Kubernetes dans la CNCF à rentrer dans cet écosystème. Donc, assez intéressant. Il y a eu pas mal de débats en interne de la CNCF pour dire est-ce que c'était une bonne chose de faire entrer une distribution Kubernetes dans cette partie-là. DEX pour la gestion des identités avec OpenID, Kudo pour un framework d'opérateurs, Streamzy pour la partie Kafka, KubeVirt pour la virtualisation des VM dans Kubernetes, Chaos Mesh, Kyverno, on en parlera dans la présentation principale tout à l'heure, Open Service Mesh, etc., etc. Donc, beaucoup de projets, plus de 50 projets dans la 5box, 21 dans la partie incubating et 15 dans la partie graduated. Donc, l'écosystème est très intéressant. Cette manière de graduer les projets, je trouve ça plutôt une sorte d'assurance qualité pour les end-users. Donc, voilà, à regarder de près. Donc, comme on l'avait un petit peu affiché déjà dans les prédictions, on retrouve un petit peu les mêmes thématiques. Je ne vais pas repasser dessus du coup. Dans les choses qui sont intéressantes, c'est que tous les projets de la CNCF ont une tribune dans le cadre des KubeCon pour présenter l'avancement des différents de leurs projets. Il y a aussi les SIG, Special Interest Group, qui s'occupent de différentes thématiques, sécurité, multi-tenancy, networking et bien d'autres. Et c'est aussi intéressant de voir finalement tout l'écosystème Kubernetes évoluer, et on fait quasiment partie de l'évolution. En tout cas, il y a une grande transparence vis-à-vis de la manière dont Kubernetes évolue et dont l'écosystème évolue. Et en particulier, il y a aussi pas mal d'appels à contribution justement de la part des différents groupes pour aider. Donc, voilà, pas mal de sujets, service mesh, observabilité, GitOps, il y a toujours le match entre Argo CD et Flux, je ne sais pas lequel vous avez choisi. En tout cas, il y a 2 grandes alternatives. Côté multi-tenancy, il y a aussi pas mal de choses qui se passent. On commence à voir émerger des sujets autour de la multi-tenancy, avec par exemple Contour, qui est un ingress controller multi-tenant, avec Cortex, qui permet de faire de la multi-tenancy sur Prometheus, donc du Prometheus as a service en multi-tenant, et bien d'autres. Et puis aussi pas mal de choses qui commencent à être at scale. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, si vous voulez débuter avec Kubernetes et voir un petit peu à quoi ça ressemble, la KubeCon, c'est presque pas la bonne conférence, parce qu'on a pas mal de sujets qui sont plutôt très avancés. Si vous pouvez aller voir dans la liste YouTube, il y a un seul talk. Merci Fabrice pour Argo CD. On sait que toi, tu as choisi en tout cas. Donc, sur la liste des vidéos YouTube, il y en a une seule qui a le mot beginners à l'intérieur, et c'est sur des sujets de sécurité. Donc, c'est pas non plus tout à fait beginners. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner et vous présenter quelques slides. Côté Kubernetes, on en a mis quand même quelques-unes pour montrer que Kubernetes en tant que tel continue d'évoluer. Donc, une toute petite news qui est passée en avril, les cron jobs sont maintenant GA avec la version 1.21 de Kubernetes. Et au passage, une grosse amélioration de performance au niveau du scheduler pour les cron jobs. Donc, voilà, cron job, je parlais un petit peu de scheduling. Le scheduling, c'est aussi un sujet assez couru côté Kubernetes. Là, cette année, on commence à parler de descheduling. Donc, encore une fois, on mature dans le cycle de vie.
Ce qui était intéressant, c'est de voir un petit peu la mécanique interne, le cycle de vie des pods, entre les pods qui sont actifs, les pods qui sont mis en attente. Vous connaissez certainement le fameux image pool back-off quand votre image de conteneur n'a pas le bon tag ou que Kubernetes n'arrive pas à la récupérer. Et puis, il y a aussi les pods qui ne sont pas schedulés, et là, quelle qu'en soit la raison. Donc, ça peut être des problèmes de label ou de choses comme ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avant de développer votre propre scheduler, comme l'ont fait Cockroach Labs ou OpenAI, vous pouvez déjà utiliser le scheduler par défaut. Et puis, si ce n'est pas suffisant, il y a un certain nombre de plugins. J'en citerai un, par exemple, le Capacity Scheduling, qui est pas mal utilisé dans les problématiques de machine learning et de deep learning. Une autre, toujours dans le contexte Kubernetes, une nouvelle API qui apparaît, qui est la Gateway API à travers une Gateway class. L'idée derrière, c'est de se dire, OK, les ingress, les objets ingress nous donnent un certain nombre de choses pour exposer à l'extérieur nos services, mais sont relativement simples et répondent à des use cases basiques et ne vont pas supporter des choses plus avancées. Et l'idée derrière, c'est de proposer quelque chose avec une gateway qui est une sorte d'abstraction de la notion de load balancing de l'infra Kubernetes et qui va permettre de supporter des scénarios beaucoup plus complexes comme du traffic routing avec du canary, du traffic mirroring, du traffic splitting, etc. Et donc, c'est de proposer un ensemble d'objets qui permettent la gestion des différents composants par différents rôles et donc d'avoir quelque chose de très role-oriented, de portable aussi à travers plusieurs implémentations et puis assez expressif pour pouvoir supporter des concepts comme du header-based matching et du traffic splitting. Bien sûr, il faut que ça soit extensible pour supporter de plus en plus de use cases un petit peu plus sophistiqués. Ce qui est intéressant, et puis là-dedans aussi, c'est qu'ils vont supporter plusieurs types de routes, HTTP route ou TCP route. Alors là, j'en attends un petit peu plus. J'ai pas eu beaucoup d'infos pour l'instant, mais c'est clair que jusqu'à présent, pour faire du TCP route qu'on expose à l'extérieur, il fallait faire du node port. Là, on va voir ce que va nous proposer cette API vis-à-vis de ce besoin-là. En tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est les démos qui ont été faites dans ce talk avec des multiple gateways pour aller atteindre un même service, justement du matching de route avec les headers HTTP. Et puis aussi, la dernière démo était intéressante avec un traffic splitting entre deux clusters Kubernetes. Donc, on voit bien que ici, il y a des features qu'on va prendre du service mesh et puis il y a des choses qui vont être standardisées là-dessus. Les implémentations de ce côté-là dans le service mesh sont en cours d'implémentation et ça va arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette API dans Kubernetes, aujourd'hui, elle est en V1 Alpha 1. Donc, elle n'est pas du tout production ready. La Alpha 2 devrait arriver d'ici peu. Mais voilà, il va falloir attendre une bêta 1 pour pouvoir l'utiliser plus dans un mode production. Mais je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est une API qui va prendre beaucoup d'importance dans l'avenir dès qu'elle sera plus en bêta. Et pour l'instant, ils ont indiqué qu'il n'y avait pas de plan pour supprimer la partie Ingress API. Cela dit, je pense qu'ils vont la supporter pendant un certain moment. Et puis, à un moment donné, puisque les use cases vont être un peu similaires, il y en a un qui sera un peu plus simple et l'autre peut-être un peu plus compliqué. Mais je suppose qu'à un moment donné, ça va être deprecated, mais on n'y est pas du tout encore. Là, il y a quand même un chemin pour aller vers une bêta déjà de cette partie-là. Donc, à surveiller de près cette API. Toujours dans le domaine du service mesh. Alors là, c'était une présentation de Tetrat. Et en fait, il nous présentait une architecture Spring. Ça pouvait être sur d'autres technologies, mais en tout cas, c'était là-dessus. Architecture microservices. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, une vingtaine d'années en arrière, on était tous en train de jouer avec des transaction managers
pour les débugger, etc. Et ben, en fait, et aujourd'hui, on ne se soucie plus du tout de ce type de briques. En fait, on va voir qu'avec le service mesh, on va pouvoir remiser un certain nombre de librairies dans le placard. Et en particulier, donc les deux présenteurs se sont amusés à désosser finalement une architecture microservice en enlevant toutes les librairies qui étaient utilisées pour faire du service discovery, du load balancing, de la résilience et de la sécurité. Et tout ça a été intégré et géré dans chacun des microservices avec un certain nombre de librairies. Donc Eureka, Ribbon, Eastrix, Resilience4j, etc. ou tout autre type de circuit breaker, si on prend ça. Et puis aussi, plus de mal de tête avec les TrustStore et les KeyStore en Java. Donc ça fait du bien. Et tout ça, finalement, c'est apporté aujourd'hui par la plateforme Kubernetes au travers des capacités des services mesh. Donc clairement, ces patterns et ces capacités cloud natives fournies par la plateforme et les services mesh, elles permettent de mieux découpler toute la partie applicative et réseau, ce qui se faisait naturellement, on va dire, et qu'on a dû réintégrer avec les problématiques des microservices. Donc côté architecture applicative, ça facilite grandement les choses. Et puis la sécurité, par exemple, elle est ajoutée de manière transparente et surtout consistante. Typiquement, si on veut faire du MTLS entre tous nos microservices, en fait, c'est le service mesh au travers d'un sidecar proxy qui va mettre tout ça en place et sans grand effort, on va dire, au niveau de la partie applicative. Donc, un talk assez intéressant sur comment alléger nos architectures applicatives en s'appuyant sur des éléments de la plateforme. Un autre talk intéressant, toujours dans le contexte GitOps, c'est Flux, un des deux grands dans ce domaine GitOps pour faire du delivery continu en mode GitOps sur Kubernetes. Intéressant de voir que ce projet, il vient d'être promu par la CNCF en mode incubation dans les projets de la CNCF avec 40 000 contributions. Plus de 1800 contributeurs, 14 mainteneurs répartis dans 5 sociétés différentes. Donc, on voit bien que c'est un projet qui grandit bien, qui devient très intéressant. La V2 a résolu des problèmes de la V1 sur différents sujets. Donc, en particulier, la partie multisource qui permet à Flux d'aller se sourcer bien sûr au niveau Git en premier lieu, mais aussi dans des Helm repos ou qui est même S3 compatible. Une partie très intéressante, je trouve que c'est la partie secret management où ils ont par défaut ils ont un built-in secret management sur SOAPS ou avec du KMS sur des acteurs cloud. Donc généralement on doit plutôt nous plugger notre propre solution. Là ils viennent avec un truc opinionated et une solution type SOAPS. Qui est assez intéressante aussi. Côté multi-tenancy, il y a du support pour justement permettre le déploiement dans des contextes différents et des tenants différents en automatisant les choses. La capacité aussi à automatiquement mettre à jour les tags des images Docker dans le repo Git sans devoir le faire manuellement. Et puis la partie multi-cluster qui va permettre de targeter un ensemble de clusters, soit pour répondre à nos différents environnements, soit pour des contextes différents. Et puis, le tout, et c'est là où on voit un petit peu la maturité aussi qui est en train de monter, c'est par défaut, built-in, il y a toute la partie observabilité avec des événements, des métriques ou des alertes et même des dashboards qui sont proposés pour monitorer le déploiement de tout ce qui se passe à l'intérieur de Flux V2. Donc, c'est bien sûr une personne de chez Weavework qui a présenté ça. Talk assez intéressant, je vous le conseille. Un petit défi cette fois-ci. 2 anciens de chez Docker qui sont maintenant chez VMware se sont dit, et si on faisait la boucle de feedback la plus rapide possible pour le développeur, dans un contexte container bien entendu. Donc là, on oublie temporairement la CI/CD, on oublie aussi la sécurité parce qu'on va partager la socket Docker. Ça se fait sur un laptop, donc il n'y a pas trop de soucis. Mais vous prenez un cluster cube local, vous y ajoutez BuildKit
qui vient de chez Docker, justement. Et vous modifiez un peu la kubectl pour pouvoir faire un kubectl build directement. Ça va construire votre conteneur directement à l'intérieur du cluster Kubernetes et il va pouvoir être mis à disposition de votre Kubernetes deployment puisque juste après avoir buildé, vous supprimez votre pod. Alors, ça aurait pu être un exercice CKAD, mais là, je vous l'offre. Sur la droite, vous avez la description du deployment, justement, avec en vert les propriétés, les paramètres qui permettent de pouvoir redémarrer le pod dans les meilleures conditions et le plus vite possible. Un petit passage par la sécurité cette fois-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas moi il y a quelques années en arrière, 2018-2019, je m'intéressais à la signature des images Docker dans le contexte de la CI/CD. Il y a un grand nombre d'artefacts dans nos Software Factory qui sont signés et pourquoi pas les images Docker finalement. Alors, il y a eu un Notary V1. Notary V1 a été grosso modo abandonné parce qu'il y avait relativement peu d'utilisateurs. Une architecture un petit peu compliquée, des problématiques sur la gestion des clés de management pour signer justement. C'était quand même supporté par certaines grandes registries comme le Docker Hub ou la registrie Azure. Néanmoins, dans les faits, et en particulier en entreprise, c'était pas vraiment utilisable. Donc en décembre 2019, les grands de l'IT se sont mis autour de la table avec Microsoft, Google, AWS, Red Hat, Docker et même une personne de chez JFrog. En décembre 2019, ils ont lancé un kick-off pour un Notary V2 suite justement à tout ce qui avait été identifié comme problématique sur Notary. Aujourd'hui, on a eu une petite démonstration, donc on peut voir dans le shell le fait qu'une signature a été trouvée, qu'elle est valide, etc. Donc on a eu une démo de Justin Cormack, encore une fois. Et là, Notary V2 est en version prototype, donc pas encore utilisable, mais en tout cas, on voit que le projet avance bien, que les signatures sont détachées, donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui va générer une image Docker peut la signer, la fournir à une registrie publique qui va à nouveau être signée et je peux la récupérer dans mon entreprise et la signer aussi de mon côté. Donc ça déjà, ça solutionne pas mal de choses. Et puis on va aussi pouvoir signer un certain nombre d'artefacts supplémentaires, que ce soit des software bombs, des scan reports, etc. Donc je pense que c'est un projet à suivre dans un contexte de sécurisation de nos flux au sein de la CI/CD. Un projet qui est ou une technologie aussi qui fait un peu le buzz en ce moment, c'est eBPF. On l'a vu apparaître dans différentes présentations. Et puis là, j'ai choisi celle-là qui explique en détail un petit peu ce que c'est et puis quels sont les use cases possibles. Globalement, c'est une technologie qui est un moteur qui permet de passer des appels système depuis le user space vers le kernel space de manière efficace et sécurisée. Donc, il est entre le Linux kernel et puis les appels système. Et il permet de vraiment simplifier, sécuriser un certain nombre de choses. Dans le talk, il explique en détail comment ça fonctionne. Je vous laisserai aller voir. C'est assez intéressant. Ce qui m'a encore plus intéressé, c'est les use cases pour lesquels ça fait du sens. Il y a 4 use cases qui ont été cités. La partie networking. Et il y a eu un exemple qui est celui qu'on voit sur la slide qui a été donné sur du service mesh avec Istio et puis de quel est le parcours que fait une requête entre différents pods pour pouvoir communiquer. Et puis on voit que c'est assez verbeux, ça passe par pas mal d'étapes au niveau network, en particulier tout ce qui est IP tables et TCP/IP, les couches principales. Et puis la personne qui a présenté ça, qui est une personne de chez Isovalent, qui fait le produit Cilium, qui est un CNI plugin, un Container Network Interface plugin. Ils ont utilisé cette technologie-là dans leurs produits pour essayer de simplifier au maximum
et alléger au maximum les communications réseau qui sont mises en place, et voire même de faire un remplacement au kube proxy pour optimiser au maximum les appels. Donc, on voit que ça simplifie pas mal les choses. L'autre use case qui est très intéressant, c'est la partie observabilité. On voit que avec ces technologies de conteneurisation et de Kubernetes, souvent, on va aller chercher des métriques et observer ce qui se passe avec les API qui nous sont données au niveau Kubernetes. Là, on va pouvoir descendre à un niveau plus bas, un niveau système qui va donner une autre vue et une vue réelle des choses. Et on voit des outils qui sont super intéressants, et je vous conseille d'aller voir ce genre d'outils-là, type kubectl Trace, Inspector Gadget, Uber Tracy, qui sont des outils qui permettent de voir ce qui se passe dans un conteneur quand quelqu'un fait un kubectl exec d'un pod, et puis on va voir par exemple toutes les traces réseau, les appels DNS externes, les appels système, etc. Et c'est vraiment plus qu'intéressant, bien sûr aussi en termes de tracing et de profiling, mais aussi en termes de sécurité. Il y a des outils aussi qui apparaissent là-dessus et qui vont s'appuyer de plus en plus sur cette technologie-là. Je vous le conseille vraiment d'aller voir un petit peu ce que ça fait, et puis surtout d'utiliser les petits outils qui ont été cités ici, là, sont plus qu'intéressants. Toujours côté observabilité, mais en fait, on voit que la plateforme mature aussi. On a tendance à dire que dans la vie, tout fonctionne par les trois piliers de l'observabilité, metrics, tracing et logging, la règle des 3 bullet points quand on fait des slides, ou encore les 3 piliers de la prévoyance en Suisse. Mais en fait, donc là, c'est un retour du Special Interest Group sur l'observabilité, et en fait, grosso modo, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait faire apparaître en plus de ces 3 piliers d'observabilité, autour du continuous profiling, des crash dumps, ou aussi plus de la partie méthodologique cette fois-ci que la partie outillage, avec la méthodologie de test, de test fuzzing, ou encore de chaos monkey, chaos testing. Donc il y a un certain nombre de projets qui arrivent par rapport à ça. Et grosso modo, au niveau de l'observabilité, on passe un petit peu à la vitesse supérieure sur plusieurs aspects. Tout d'abord, la standardisation avec OpenMetrics ou OpenTelemetry. Sur la partie multi-tenancy aussi, j'en ai rapidement parlé en introduction, Cortex qui permet de faire de la multi-tenancy sur Prometheus, Thanos qui permet là de faire de la fédération sur Prometheus, donc là c'est un petit peu l'inverse de la multi-tenancy, on va vouloir agréger, et puis sur les aspects de performance avec un petit projet qui s'appelle Trickster et qui offre des capacités de caching super impressionnantes par-dessus Prometheus. Une autre partie intéressante, c'était la partie machine learning qu'on voit apparaître à différents endroits. Là, ce que j'ai bien aimé dans cette conférence-là, c'est qu'il a repris un peu les basiques du machine learning, et il a comparé le DevOps et le machine learning, et puis les différences qu'il y avait en termes de rôle, où là, on a des data scientists, en termes d'artefacts, où on va avoir plutôt un modèle de machine learning avec des datasets. Au niveau de technologie, on va être sur des choses avec du TensorFlow, du Jupyter Notebook, du Spark. Et l'objectif de tout ça, finalement, c'est de faire de la prédiction du modèle en question avec de l'expérimentation dynamique. Et il a fait une démo qui, justement, s'appuie avec les outils traditionnels qu'on connaît au niveau DevOps, K3s, une distribution Kubernetes faite par Rancher, et il a utilisé Argo Workflow d'un côté pour faire justement tout le modèle d'extraction, de training, d'entraînement du modèle, de déploiement et de validation du modèle, et puis Argo CD pour faire le déploiement du modèle lui-même. Donc, assez intéressant sur le concept du MLOps qui match les outils du DevOps. Allez, on s'offre une petite digression, cette fois-ci sous la forme d'une expérimentation qui nous vient tout droit de chez Weaveworks, avec Kspan. Donc Kspan, c'est un petit outil qu'on va rajouter avant Jaeger, et qui va nous permettre de réaliser des spans, donc concrètement d'agréger la myriade d'événements qu'on peut collecter au niveau de Kubernetes, et pour obtenir des choses qui sont plus lisibles pour l'humain. On peut bien entendu ensuite faire un drill down, mais voilà.
petit exemple d'outil que j'ai trouvé sympa dans le cadre de la conférence. Un autre outil, catégorie d'outils, on a parlé pas mal de multi-cluster et de multi-tenancy. Là, c'est une approche de la multi-tenancy à travers un opérateur qui s'appelle Capsule, qui introduit une notion de multi-tenancy dans Kubernetes. Et là, ici à l'écran, on peut voir justement un CRD qui définit une notion de tenant avec la notion d'ingress class, de storage class ou des choses qui sont généralement pas, qui sont partagées et dans lesquelles on voudrait avoir une certaine isolation, justement. Donc, ce type d'opérateur va permettre de fournir ce niveau-là. Et pour finir, je vous recommande chaudement cette présentation qui nous vient d'un échange entre une développeuse et la Security Enforcement Team, entre Hélène Corbs de Tilt et Tabitha Sable de Datadog. Et en fait, c'est une développeuse qui ne peut pas travailler sur le cluster Kubernetes. C'est assez comique. Et en fait, elle va se mettre à hacker le cluster Kubernetes de leur entreprise au travers de CVE pour pouvoir travailler ou pour pouvoir embêter la sécurité. Voilà, c'est un petit jeu de jouer à chat entre les développeurs et la sécurité. Donc, bien entendu, à la fin, on démêle tout ça et on dit il faut travailler clairement tous ensemble, collaborer surtout sur les problématiques de sécurité, faire que la sécurité ne soit pas complètement vue comme une contrainte et qu'elle permette finalement aussi d'aider les développeurs dans leur travail et en termes d'expérience. Donc ça permet de... on repasse en revue les grandes thématiques de la sécurité dans Kubernetes, la partie airbag, les parties mission control dont Rory va parler dans quelques instants, etc., etc. Et voilà, donc on a fait un choix d'un certain nombre de talks dans les slides avec le temps qu'on avait. Dites-nous si ce format-là vous plaît, si vous voudriez qu'on aille plus loin dans ce genre de format pour les prochains meet-up. À noter que il y a la prochaine KubeCon est déjà annoncée en Espagne le 17 et 20 mai prochain. Et puis là, à venir tout proche, en virtuel, cette fois-ci, la GitHub Summit. Voilà. Ça termine cette partie-là pour moi.